Chers téléspectateurs de Cheating Tales Lab, nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Chapitre 1, les fantômes de la guerre. Douglas Lacey avait tué 17 hommes au cours de sa vie. Chaque mort avait été méticuleusement calculée et exécutée sans remords. Après 15 ans d'opérations militaires secrètes, il avait la main sûre, la conscience tranquille et une loyauté absolue. Les villages de montagne d'Europe de l'Est étaient son foyer depuis 8 mois, traquant les criminels de guerre qui pensaient pouvoir échapper à la justice américaine. La mission, classée au-delà du top secret, avait permis d'éliminer un réseau de trafiquants d'êtres humains qui vendaient des renseignements américains à des nations hostiles. Douglas avait passé des mois à infiltrer leur organisation, parlant couramment le serbe et le roumain, devenant l'un d'eux. Le moment venu, il avait systématiquement démantelé le réseau de l'intérieur, ne laissant aucun survivant, hormis les informations qu'ils avaient extraites. À 42 ans, Douglas était une machine de guerre. Son 1,90 m ne portait pas un gramme de surpoids. Chaque muscle était affûté pour la violence. Ses yeux gris acier avaient vu des horreurs qui auraient brisé des hommes moins doués, et son visage buriné portait des cicatrices qui racontaient des histoires qu'il ne pourrait jamais partager. Il avait épousé Rose Stevens 12 ans auparavant, attiré par sa chaleur et son apparente innocence, des qualités qui, pensait-il, contrebalanceraient sa noirceur. Leur fille Holly avait 10 ans lorsqu'il était parti en mission. Elle en avait maintenant 11, et il avait manqué son anniversaire, sa pièce de théâtre à l'école et d'innombrables histoires du soir. Mais c'était le prix à payer pour assurer la sécurité de l'Amérique. Rose le comprenait, du moins le croyait-il. Le vol de Bucarest à l'aéroport international de Denver lui donnait 18 heures pour décompresser, pour passer du statut de prédateur à celui de mari et de père. Il avait déjà fait cette transition des dizaines de fois, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Les appels vidéo de Rose étaient devenus rares, et lorsqu'il parlait, elle semblait distante, distraite. Il avait attribué cela à la tension de la monoparentalité, mais son instinct, celui-là même qu'il avait maintenu en vie en territoire hostile, lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Douglas avait appris à se fier à son instinct avant tout. L'avion atterrit à 15h47, par un après-midi frais d'octobre. Personne n'était là pour l'accueillir. Un autre signal d'alarme. Rose venait toujours le chercher après les missions, généralement avec Holly bondissante d'excitation sur le siège passager. Au lieu de cela, il prit un taxi pour rejoindre leur domicile dans la banlieue aisée de Greenwood Village, observant les quartiers familiers défiler par la fenêtre. Leur maison coloniale à 2 étages était située dans une impasse tranquille, avec une palissade blanche et une pelouse impeccable, représentant l'image parfaite de la banlieue américaine. Douglas paya le chauffeur et chargea son unique sac de voyage sur son épaule. Tout ce dont il avait besoin pour 8 mois de santé tenait dans un seul sac. C'était ainsi que vivaient les opérateurs. Léger, mobile, prêt à l'emploi. Il utilisa sa clé pour entrer par la porte d'entrée, s'attendant à entendre la voix de Holly appeler papa ou Rose se précipiter pour le prendre dans ses bras. Au lieu de cela, le silence l'accueillit. La maison semblait différente, plus froide, d'une certaine manière. Les tableaux avaient été réorganisés, et il remarqua que certaines de ses affaires avaient disparu de leur place habituelle. Rose, Holly, sa voix résonna dans la maison vide. Une enveloppe en papier craft trônait bien en évidence sur le comptoir de la cuisine, son nom écrit dessus de la main soignée de Rose. Douglas posa son sac et l'ouvrit d'une main ferme, bien que son pouce accélère. Les papiers du divorce étaient méticuleusement préparés. Datés de 3 semaines auparavant, les motifs mentionnaient des différends irréconciliables et un abandon émotionnel. Sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, voulait la moitié de tout. La garde exclusive de Holly et une pension alimentaire qui le soutiendrait financièrement. Mais c'est la note manuscrite, attachée au document légal, qui lui glaça le sang. Douglas, je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Holly et moi méritons mieux qu'un fantôme comme mari et père. Kenneth Richmond m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. On recommence. N'essayez pas de nous trouver. Rose. Kenneth Richmond. Douglas connaissait ce nom. Richmond était un avocat de la défense réputé, âgé de 45 ans, récemment divorcé. Plus important encore, il était l'associé de Gregory Stevens. Gregory était le père de Rose et l'ancien beau-père de Douglas. Douglas n'avait jamais apprécié Gregory Stevens. Cet homme était riche, influent, et n'avait jamais approuvé que sa fille épouse un voyou du gouvernement, comme il l'avait un jour appelé Douglas lors d'un dîner de famille.
Gregory possédait une chaîne de concessionnaires automobiles de luxe et avait toujours clairement fait savoir qu'il pensait que Rose avait épousé des personnes inférieures à son rang. Maintenant, apparemment, Kenneth Richmond représentait une promotion convenable. Douglas sentit une sensation de froid et de familiarité s'installer dans sa poitrine, le même calme mortel qui l'envahissait pendant l'émission. Sa femme ne l'avait pas simplement quitté. Elle l'avait humilié, lui avait volé sa fille et s'était allié à des gens qui n'avaient jamais respecté ce qu'il avait sacrifié pour son pays. Il parcourut la maison méthodiquement, inventoriant ce qui manquait. Les vêtements, les bijoux et les objets personnels de Rose avaient disparu. La chambre de Holly avait été dépouillée de ses objets préférés. Il préparait cela depuis des semaines, voire des mois, tandis qu'il risquait sa vie dans des montagnes lointaines. La trahison était plus profonde que toutes les blessures reçues au combat. Douglas retourna à la cuisine et lut les papiers du divorce plus attentivement. La date de dépôt du dossier était fixée à 2 semaines après son départ en mission. Rose avait attendu juste assez longtemps pour être sûre d'être injoignable, incapable de contester ou de riposter. Les manœuvres juridiques étaient sophistiquées, clairement guidées par l'expertise de Richmond. Il pensait avoir affaire à un simple soldat, un homme que les avocats et les procédures judiciaires pouvaient déjouer. Ils ignoraient totalement à qui il venait de déclarer la guerre. Douglas Lacy avait renversé des gouvernements, éliminé des cellules terroristes et survécu en territoire hostile pendant des mois. Sa femme et son amant avocat venaient de commettre la plus grave erreur tactique de l'heure. Succombant finalement à des problèmes de santé qui s'étaient aggravés depuis les coups qu'il avait reçus des complots. Holly, maintenant âgée de 15 ans, se tenait à côté de lui dans une robe noire, tenant un bouquet de fleurs. Elle était devenue grande et sérieuse, héritant des yeux gris en acier de Douglas et son sens de la justice sans compromis. Le traumatisme de la trahison de sa mère l'avait forgé à quelqu'un qui comprenait que le monde contenait un vrai mal et que les bonnes personnes devaient parfois faire des choix terribles pour protéger ce qui comptait. Grand-père Gregory a essayé de faire la bonne chose à la fin, dit Holly en regardant le cercueil être abaissé dans le sol. Il l'a fait. Douglas a accepté. Il a choisi sa famille plutôt que les gens qui nous menaçaient. Cela comptait pour quelque chose. Ils étaient les seuls en deuil. Les associés commerciaux de Gregory s'étaient distancés après que son lien avec l'enquête sur l'espionnage est devenu public. Ses amis du country club avaient trouvé excuse pour éviter les funérailles. Même son personnel de ménage était passé à un autre emploi. Mais Douglas avait assuré que Gregory ne mourrait pas seul ou n'oublie pas. Il avait régulièrement visité le vieil homme au cours des 2 dernières années, et ils ont développé une compréhension basée sur les regrets partagés et le respect mutuel du bien-être de Holly. Que arrive-t-il à sa maison ? Demanda Holly. Ça va à toi. Gregory a tout laissé à sa petite fille avec moi en tant que fiduciaire jusqu'à 21 ans. Holly hocha la tête pensivement. Bon. Je vais en donner la majeure partie aux organisations de soutien aux familles militaires. Des gens comme nous ne devraient pas avoir à affronter ce que nous avons été confrontés sans aide. Douglas a ressenti une vague de fierté face à la générosité instinctive de sa fille équilibrée avec la satisfaction de sa compréhension de la justice. Elle ne serait jamais naïve à propos de la nature humaine. Mais elle n'avait pas laissé l'amertume empoisonner sa capacité à aider les autres. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, le téléphone sécurisé de Douglas a bourdonné un message du colonel Donnelly. Rose Lacy demandant les privilèges des visiteurs pour les contacts familiaux. Recommande le déni, Douglas a montré le message à Holly, qui a lu sans expression. Que pensez-vous ? Il a demandé. Je pense que maman a fait ses choix, a répondu Holly calmement. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Douglas a tapé à Donnelly. Demande refusée. Aucune future tentative de contact autorisée. C'était la 5e fois que Rose tentait d'établir une communication avec Holly par le biais de canaux officiels. Chaque demande avait été refusée et Douglas avait clairement indiqué aux autorités fédérales que toute tentative de pression sur Holly pour visiter sa mère entraînerait une action en justice. Rose Stevens Lacy avait choisi de trahir sa famille et son pays. Les conséquences de ce choix comprenaient la perte d'accès à la fille qu'elle a essayé d'utiliser comme arme contre son père. « Papa », a dit Holly en rentrant chez eux. « Vous êtes-vous déjà demandé si nous sommes trop durs, trop impitoyables ?» C'était une question avec laquelle Douglas avait lutté depuis 2 ans. Il a détruit 43 vies avec une précision méthodique, ne montrant aucune pitié pour les personnes qui avaient commis une trahison et menacé sa famille. Certaines nuits, il se demandait s'il était devenu le genre de personne que son plus jeune aurait craint. « J'y pense », a-t-il dit honnêtement. « Mais je me souviens ensuite de ce qu'ils ont fait.
Ils ont tué des soldats américains. Ils ont essayé de vous tuer, grand-père Grégory. Ils ont transformé votre mère en traître et l'ont utilisée contre moi. Douglas a fait une pause vers un feu rouge et a regardé sa fille. Holly, la miséricorde est un luxe que nous pouvons nous permettre avec des gens qui faisaient des erreurs. Les permettre par le pardon fait paraître le pardon. Considérant son avenir et le genre de personne qu'elle voulait devenir. Vous avez des choix devant vous, Holly. Vous pouvez choisir d'oublier ce qui nous est arrivé, de prétendre que la trahison et le mal ne sont pas de réelles menaces. Vous pouvez vous concentrer sur votre propre bonheur et laisser les autres s'inquiéter de protéger la société. Ou vous pourriez choisir d'utiliser ce que vous avez appris pour protéger d'autres familles de ce que nous avons vécu. Vous pourriez devenir quelqu'un qui se tient entre les bonnes personnes et le mal qui veut les détruire. Holly était calme pendant plusieurs minutes alors qu'il traversait la banlieue de Denver. Enfin, elle a parlé. Je veux protéger les gens, papa. Mais je veux aussi m'assurer que lorsque les méchants sont confrontés à des conséquences, ces conséquences sont permanentes. Douglas a ressenti un froid de reconnaissance. Sa fille avait hérité plus de son apparence et de son intelligence. Elle avait hérité de sa capacité de justice impitoyable. C'est un chemin dangereux, Holly. Une fois que vous avez commencé, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais, mais quelqu'un doit marcher sur des chemins dangereux où les mauvaises personnes penseront qu'ils sont en sécurité. Douglas s'est arrêté dans leur allée et a éteint le moteur. Ils se sont assis en silence un instant, père et fille contemplant un avenir où Holly pourrait suivre ses traces en tant que personne qui protégeait l'innocent en détruisant les coupables. Si vous choisissez ce chemin, Douglas a enfin dit, je vais vous apprendre tout ce que je sais, mais je veux que vous compreniez le coup. Vous verrez et ferez des choses qui vous changeront pour toujours. Vous ferez des ennemis qui ne cesseront jamais de vous chasser. Et vous devrez vivre avec des choix que d'autres appellent le mal. Le traumatisme de la trahison l'a formulé dans quelqu'un de terrible et de choses nécessaires. Faire face à des conséquences, ils ne peuvent jamais s'échapper. Aos, Douglas a ressenti le mélange complexe de fierté et de préoccupation qui est venu avec lui-même et son enfant. Holly grandirait pour être formidable, probablement dangereux, certainement impitoyable de la trahison et du mal. Mais elle serait également quelqu'un qui protégeait les innocents et s'assurait que les prédateurs ont été confrontés à leurs actions. Dans un monde qui contenait des gens prêts à vendre leur pays et à assassiner des enfants pour de l'argent, ce pourrait être exactement ce qui était nécessaire. Douglas Lassie avait élevé une fille qui ne pardonnerait jamais les ennemis, ne ferait jamais de miséricorde aux traîtres et ne permettait jamais au mal de réussir grâce à des techniques juridiques ou à une pression sociale. Certaines personnes appelleraient cela une tragédie. Douglas l'a appelé un héritage. La guerre était terminée, mais la prochaine génération de guerriers se préparait déjà à des batailles à venir. Le mal existerait toujours, mais il ferait face à des adversaires qui comprenaient que certaines trahisons étaient impardonnables et que certains ennemis ne méritaient que la destruction. Dans un monde qui a souvent choisi le réconfort de la justice et de la politesse plutôt que la protection, la famille de Lassie a rappelé que certaines personnes choisiraient toujours de combattre l'obscurité avec la lumière. Même lorsque cette lumière est venue du flash de la bouche de la justice a servi froid et sans pitié, la mission était terminée. L'héritage était sécurisé. La guerre continuerait. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Vie. Il prit son téléphone satellite sécurisé et composa un numéro de mémoire. Donnelly entendit la voix bourrue de son agent. Todd, c'est Douglas. J'ai besoin que tu vérifies les antécédents de Kenneth Richmond, avocat, région de Denver. Tout. Finances, associés, habitudes, faiblesses. J'ai aussi besoin de surveiller ma femme Rose et ma fille Holly. Doug, tu viens de rentrer. Prends congé. Décompresse. Ce n'est pas une demande, Todd. Quelqu'un a pris ça personnellement. Il y eut un silence. Todd Donnelly dirigeait Black OPS depuis 20 ans et savait qu'il valait mieux ne pas discuter avec un opérateur dans l'état d'esprit de Douglas. J'aurai tout d'ici demain matin. Doug, sois malin. Douglas raccrocha et se dirigea vers son bureau. Derrière un faux panneau de son bureau, il récupéra plusieurs objets dont sa femme ignorait l'existence. 3 passeports différents, $50 000 en liquide et une liste de contacts pouvant lui fournir tout et n'importe quoi, des armes aux véhicules intraçables. Rose Stevens Lassie pensait divorcer d'un simple soldat. Au lieu de cela, elle venait de réveiller quelque chose de bien plus dangereux, un prédateur aux ressources illimitées et n'ayant plus rien à perdre. La guerre était de retour. Chapitre 2.
Les sources du piège. Douglas passa la nuit dans sa maison vide, non pas à dormir, mais à planifier. À l'aube, il avait déjà une stratégie préliminaire en place. Son téléphone vibra à 6h15, un message crypté de Todd Donnelly lui parvint. Colis livré. Consultez vos emails. Le rapport sur Kenneth Richmond était complet et révélateur. Richmond était bel et bien prospère, avec une fortune estimée à environ 4,2 millions de dollars et une réputation pour gérer des divorces prestigieux pour des clients fortunés. Plus intéressant encore était son partenariat avec Gregory Stevens dans plusieurs projets immobiliers au-delà des concessions automobiles. Les deux hommes étaient amis depuis plus de 20 ans. Ce qui retint l'attention de Douglas, c'était une constante dans les dossiers de Richmond. Il était spécialisé dans la représentation des épouses de militaires, notamment celles déployées à l'étranger. Au cours des 5 dernières années, il avait géré 17 divorces de ce type, veillant toujours à ce que les militaires de retour au pays soient financièrement les plus indemnes. C'était un créneau lucratif, et Rose n'était apparemment que sa dernière conquête. Les photos de surveillance firent serrer la mâchoire de Douglas. Rose et Richmond séjournaient au Broadmoor Resort à Colorado Springs avec Holly. Les images les montraient se comporter comme une famille. Richmond poussant Holly sur des balançoires. Rose riant au dîner. Tous semblaient parfaitement heureux tandis que le monde de Douglas brûlait. Douglas étudiait les photos lorsque la sonnette retentit à 8h30. Par le Judas, il aperçut 2 inspecteurs de la police de Denver sur son porche. Il ne s'agissait pas des papiers du divorce. Il ouvrit la porte avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Monsieur Douglas l'assit. L'inspecteur le plus âgé, un homme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, brandit son badge. Je suis l'inspecteur Sean Bartlett. Voici l'inspecteur Wayne Dudley. Nous devons vous poser quelques questions sur Gregory Stevens. Gregory est mon beau-père. Et lui? Quand avez-vous vu monsieur Stevens pour la dernière fois? L'esprit de Douglas explora toutes les possibilités. Il y a environ 8 mois, avant mon départ en voyage d'affaires. Pourquoi s'est-il passé quelque chose? Monsieur Stevens a été retrouvé mort dans son bureau hier soir. Une balle dans la tête. L'enquête est pour homicide. Douglas sentit les murs d'un piège se refermer sur lui, mais son expression resta neutre. Je suis désolé de l'apprendre. Gregory et moi n'étions pas proches, mais c'était le grand-père de Holly. Où étiez-vous hier soir, monsieur Lassie? Vous reveniez de Roumanie. Je peux vous fournir les dossiers de vol, les tampons de passeport, tout ce dont vous avez besoin. Douglas attrapa lentement son portefeuille et sortit son passeport. J'ai atterri à l'aéroport international de Denver à 15h47. L'inspecteur Bartlett examina le passeport tandis que Dudley observait Douglas attentivement. Ceci indique que vous êtes arrivé hier, mais ne tient pas compte des déplacements antérieurs. Combien de temps avez-vous été hors du pays? 8 mois. Déploiement continu. Douglas a fourni ses coordonnées militaires. Vous pouvez vérifier ma position par les voies officielles. Les inspecteurs échangèrent un regard. Quelque chose clochait dans leur approche. Ils cherchaient à pêcher, pas à enquêter sur une piste sérieuse. Monsieur Lassie, nous comprenons que vous avez eu des problèmes familiaux récemment, dit prudemment l'inspecteur Dudley. Ma femme a demandé le divorce pendant que j'étais à l'étranger, si c'est ce que vous voulez dire. Je ne l'ai découvert qu'hier en rentrant. D'après madame Lassie, vous avez déjà menacé son père, notamment de le faire payer pour ingérence dans votre mariage. Douglas sentit la nature du complot se préciser. Ce n'était pas un hasard. Le meurtre de Gregory Stevens était lié à son divorce et quelqu'un orchestrait les événements pour le piéger. Inspecteur, je suis à l'étranger depuis 8 mois. Je peux prouver ma localisation chaque jour grâce au registre militaire. Si quelqu'un a tué Gregory Stevens, il l'a fait alors que j'étais à 4800 km de là. Nous devrons vérifier cela, dit Bartlett. En attendant, nous avons besoin que vous vous présentiez au poste pour un interrogatoire formel. Suis-je en état d'arrestation? Pas pour le moment, mais nous vous conseillons vivement de coopérer. Douglas hocha la tête, son esprit s'interrogeant déjà sur les implications. Quelqu'un avait assassiné Gregory Stevens et tentait de le piéger. Le timing avec les papiers du divorce était trop parfait pour être une coïncidence. Il s'agissait d'une attaque coordonnée visant à le détruire personnellement et légalement, mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils jouaient à court terme contre quelqu'un formé aux stratégies à long terme. Je vous suivrai au poste, dit Douglas.
Je tiens autant que vous à tirer les choses au clair. 3 heures plus tard, Douglas était assis dans une salle d'interrogatoire pendant que les inspecteurs Bartlett et Dudley le questionnaient sur sa relation avec Gregory Stevens. Les questions étaient prévisibles, clairement préparées par quelqu'un qui connaissait bien son passé. Votre beau-père s'opposait à votre mariage avec sa fille, n'est-ce pas? Gregory a fait connaître ses sentiments. Oui. Il pensait que vous ne conveniez pas à Rose. Il préférait les hommes en costume aux uniformes. Cela vous a-t-il mis en colère, monsieur Lassie? Douglas se laissa aller dans son fauteuil, observant les inspecteurs. C'étaient des policiers compétents, mais ils recevaient des informations de quelqu'un d'autre. Messieurs, laissez-moi vous faire gagner du temps. Quelqu'un a assassiné Gregory Stevens et essaie de me faire porter le chapeau. Ils ont choisi la date d'hier précisément parce qu'ils savaient que je reviendrais de mission et que je serais émotionnellement vulnérable après avoir découvert les papiers du divorce. Ils comptent sur vous pour m'arrêter sur la base de preuves indirectes et d'un mobile. L'inspecteur Bartlett fronça les sourcils. C'est une accusation grave. C'est la seule explication qui concorde avec les faits. Je vous suggère de chercher à qui profite la mort de Gregory et mon incarcération. J'imagine que ce n'est pas une coïncidence si la principale bénéficiaire du testament de Gregory est sa fille, Rose, qui entretient désormais une relation amoureuse avec Kenneth Richmond. Insinuez-vous que Madame Lassie était impliquée dans le meurtre de son père? Douglas sourit froidement. Je vous suggère d'enquêter sur qui a eu accès à Gregory hier, qui était au courant de ma date de retour et qui prépare ce divorce depuis des mois. Les réponses pourraient vous surprendre. Les inspecteurs l'ont laissé seul pendant 20 minutes, le temps pour Douglas d'activer un petit appareil caché dans sa montre. Une technologie militaire que ses supérieurs ignoraient qu'il avait. Il enregistrerait tout ce qui se disait dans la pièce et le transmettrait à un serveur sécurisé. À leur retour, l'inspecteur Dudley parut mal à l'aise. Monsieur Lassie, nous avons vérifié vos relevés de voyage. Vous étiez certainement à l'étranger lorsque Monsieur Stevens a été tué. Cependant, Bartlett ajouta, il y a eu du nouveau. Nous avons un témoin qui affirme que vous les avez contactés pour leur parler de maltraitance envers Gregory Stevens avant votre départ en mission. Douglas sentit son pouce accélérer légèrement. Quel témoin? Holly Lassie, votre fille. Ces mots le frappèrent comme un coup dur. Ils retournèrent sa propre fille contre lui. Holly a 11 ans, dit Douglas doucement. Quoi qu'on lui ait dit de dire, elle a été entraînée. Elle s'exprime très bien pour son âge, répondit Dudley. Elle dit que vous lui avez dit que vous alliez vous occuper de grand-père Gregory avant votre départ. Douglas ferma les yeux, comprenant toute l'ampleur du piège. Ils n'avaient pas seulement volé sa femme et l'avaient accusé de meurtre. Ils avaient utilisé son propre enfant comme une arme contre lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, les deux détectives se penchèrent inconsciemment en arrière. Une lueur prédatrice s'était éveillée sur le visage de Douglas Lassie. « Je veux appeler mon avocat, dit-il. » Mais il n'avait pas l'intention d'appeler un avocat. Il comptait faire appel à toutes les faveurs, tous les contacts et toutes les ressources qu'il avait accumulées en 15 ans d'opérations secrètes. Quelqu'un avait déclaré la guerre à sa famille, à sa liberté et à sa vie. Ils allaient découvrir pourquoi Douglas Lassie n'avait jamais perdu une mission. Chapitre 3, la révélation du tribunal. 3 semaines plus tard, Douglas était assis dans le fauteuil de l'accusé dans la salle d'audience du juge Edwin Foley, scrutant les visages de ceux qui l'avaient trahi. Rose était assise dans la galerie derrière la table de l'accusation, élégante dans une robe noire qui suggérait le deuil de son père, tout en flattant sa silhouette pour Richmond, assis à côté d'elle, une main propriétaire sur son épaule. Holly occupait la barre des témoins, l'air petite et nerveuse dans sa robe du dimanche. Elle avait grandi pendant les mois où il avait été absent. Ses cheveux blonds étaient plus longs maintenant, son visage plus mature, mais ses yeux bleus, ses yeux refusaient de croiser son regard. La procureure Marilyn Porter se tenait devant le jury, décrivant Douglas comme un homme dangereux et violent qui a assassiné son beau-père dans un accès de rage suite au divorce. Les preuves étaient circonstancielles, mais le mobile était convaincant. Ils affirmaient qu'il était rentré secrètement au pays, et maintenant le témoignage de sa fille. Holly Porter dit doucement, « Je sais que c'est difficile, mais pouvez-vous dire au tribunal ce que votre père vous a dit avant son dernier voyage ?» La voix de Holly était à peine audible. Il a dit, grand-père Gregory causait des problèmes à notre famille. A-t-il dit autre chose à propos de votre grand-père? Holly jeta un rapide coup d'œil à sa mère, puis à Richmond. Il dit qu'il s'occuperait du problème à son retour.
Douglas lava soigneusement le visage de sa fille. Elle mentait, non seulement au tribunal, mais aussi à elle-même. Quelqu'un l'avait convaincu que témoigner contre lui était la bonne chose à faire. L'accusation fut classée après 2 jours de témoignage. L'avocat commis d'office de Douglas, Barry Cameron, était compétent, mais dépassé par les moyens déployés contre eux. L'affaire semblait désespérée, mais Douglas avait passé 3 semaines à se préparer à ce moment. « Votre honneur, dit-il en se levant brusquement, j'aimerais exercer mon droit de me défendre moi-même. » Le juge fronça les sourcils. « Monsieur Lassie, je vous le déconseille fortement. Il s'agit d'une affaire de meurtre passible de la peine capitale. Je comprends votre honneur, mais j'ai des preuves que mon conseil actuel n'est pas en mesure de présenter. » Après 20 minutes de plaidoirie, le juge Follet accéda à contre-cœur à la demande de Douglas. Barry Cameron rassembla ses papiers avec un soulagement évident. Il s'attendait de toute façon à perdre. Douglas s'approcha du tribunal avec un simple dossier en papier craft. « Votre honneur, j'appelle Gregory Stevens à la barre. » La confusion s'empara de la salle d'audience. La procureure Porter se leva d'un bond. « Votre honneur, c'est évidemment impossible. Monsieur Stevens est la victime. » « Je n'appelle pas la victime, votre honneur. J'appelle l'homme qui se cache dans une planque militaire depuis 1 mois. » Les yeux du juge Follet s'écarquillèrent lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. 2 hommes en uniforme militaire escortèrent Gregory Stevens, bien vivant, jusqu'à la salle d'audience. Rose hurla et s'effondra dans les bras de Richmond. Holly, stupéfaite, fixait son grand-père, supposé mort. « Mesdames et messieurs, dit Douglas, sa voix résonnant clairement dans le chaos. Voici la victime d'un meurtre qui coopère avec les services de renseignement militaire pour dénoncer un complot contre un agent fédéral. » Le procureur Porter criait des objections, mais le juge Follet étudiait les documents que Douglas lui avait présentés. Au bout d'un moment, le visage du juge pâlit. « Balef, faites sortir la galerie. Fermez la salle d'audience. Personne n'entre ni ne sort sans ma permission. » « Votre honneur, protesta Porter. C'est tout à fait irrégulier. Mademoiselle Porter, je vous suggère de vous asseoir et de vous taire. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. » Le juge Follet regarda Douglas. « Poursuivez, monsieur Lassie. » Douglas se tourna vers la salle d'audience tandis que les Balef scellaient les portes. « Votre honneur, il y a 3 semaines, je suis rentré d'une opération militaire classifiée et j'ai trouvé des papiers de divorce et une accusation de meurtre qui m'attendaient. Au début, j'ai cru être victime d'un coup monté. J'avais tort. » Il a ouvert son dossier et en a sorti une photo. Il s'agit d'une photo de surveillance prise il y a 18 mois à Bucarest, en Roumanie. On y voit Kenneth Richmond rencontrer un certain Victor Kloff, un agent des services secrets russes qui vendait des secrets militaires américains. Richmond s'est levé d'un bond. « C'est absurde. Votre honneur, cet homme est manifestement délirant. » « Monsieur Richmond, » a dit froidement le juge Follet. « Vous ne représentez personne dans cette salle d'audience. » « Asseyez-vous, » a poursuivi Douglas. « Ces 8 derniers mois, je ne me suis pas contenté de traquer les criminels de guerre en Europe de l'Est. J'enquêtais sur la fuite d'informations classifiées sur les opérations secrètes américaines vers des pays hostiles. La piste a mené à un réseau d'individus ici à Denver qui vendaient des renseignements à des acheteurs étrangers. » Il a déposé un autre document sur le banc du juge. Il s'agit d'un enregistrement de Kenneth Richmond fournissant des détails sur le calendrier de ma mission à des agents russes. Il savait exactement quand je reviendrais, et il a orchestré le divorce et le faux meurtre pour s'assurer que je serais emprisonné et incapable de révéler sa trahison. Gregory Stevens est venu à la barre, l'air secoué, mais bien vivant. « Votre honneur, lorsque Douglas m'a contacté il y a 3 semaines pour m'expliquer ce qui se passait, j'ai accepté de simuler ma mort pour révéler la véritable conspiration. Ma fille et Kenneth avaient prévu de prendre le contrôle de mes biens tout en piégeant Douglas pour meurtre. » Rose sanglotait hystériquement tandis que Richmond était blême, mais Douglas n'en avait pas fini. « Holly, dit-il, s'adressant directement à sa fille pour la première fois. Viens ici. » La fille descendit de la barre et s'approcha de son père, hésitante. Douglas s'agenouilla à sa hauteur. « Ma chérie, est-ce que maman et monsieur Richmond t'ont dit que papa était un homme mauvais qui faisait du mal aux gens ?» Holly hocha la tête, les larmes aux yeux. T'ont-ils dit que mentir à propos de papa était le seul moyen de te protéger? Un autre hochement de tête. Douglas essuya doucement ses larmes. Holly. Le travail de papa est d'empêcher les méchants de nuire à l'Amérique.
Maman et Monsieur Richemont sont les méchants. Ils vendaient des secrets à nos ennemis. Mais maman a menti, ma chérie. Et elle t'a appris à mentir aussi. Mais ce n'est pas votre faute. Douglas se leva et fit face au juge. Votre honneur, je possède des preuves documentées de la trahison de Kenneth Richemont, de la participation consciente de ma femme à des activités d'espionnage et de leur complot en vue de commettre un meurtre. Ils n'ont pas simulé la mort de mon beau-père par pitié. Ils avaient bien l'intention de le tuer après ma condamnation, faisant de Rose l'unique héritière de sa fortune. Le juge Follet lisait les documents avec une inquiétude croissante. Monsieur Lassie, il s'agit d'accusations fédérales. Ce tribunal n'est pas compétent. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent malgré leur scellement. La police militaire entra, menée par le colonel Todd Donnelly en grande tenue. Votre honneur, annonça Donnelly. Sur ordre du ministère de la Défense et du FBI, je mets en détention Kenneth Richemont et Rose Lassie pour espionnage, trahison et complot en vue de commettre un meurtre. Richemont tenta de s'enfuir, mais fut plaqué par la police militaire avant d'atteindre la sortie. Rose ne put que fixer, sous le choc, les menottes qu'on lui passa au poignet. Douglas il regarda avec une satisfaction froide sa femme être emmenée. Elle le regarda une fois, le visage mêlé de terreur et d'incrédulité. Douglas, cria-t-elle désespérément. Je suis désolé. Ils m'ont obligé à le faire. S'il vous plaît. Douglas ne répondit pas. Sa femme avait trahi son pays, volé sa fille et tenté de détruire sa vie. Il n'y aurait ni pardon, ni pitié, ni seconde chance. Holly tira sur sa manche. Papa, que va-t-il arriver à maman? Douglas prit sa fille dans ses bras, sentant ses petits bras s'enrouler autour de son cou. Maman a fait de très mauvais choix, mon chéri. Elle va devoir en assumer les conséquences. Le juge abandonna toutes les charges contre Douglas et ordonna que la salle d'audience soit close, en attendant l'enquête fédérale. Alors que la galerie se vidait, Douglas se retrouva seul avec Holly et Gregory. Je suis désolé, Douglas, dit Gregory doucement. Je n'ai jamais su dans quoi Rose était impliquée. Quand tu m'as contacté pour m'expliquer tout, tu as bien fait, répondit Douglas. Mais comprends bien, Gregory. Ta fille ira en prison pour le restant de ses jours. Elle a préféré la trahison à sa famille. Gregory hocha tristement la tête. Et Holly? Douglas baissa les yeux vers sa fille qui s'était endormie dans ses bras, épuisée par le traumatisme de la journée. Holly est innocente. Elle a été manipulée par des personnes en qui elle avait confiance. Mais c'est ma fille, et je la protégerai désormais. Seras-tu capable de lui pardonner d'avoir témoigné contre toi? Le visage de Douglas s'assombrit. Holly a 11 ans et a été entraînée à mentir par des adultes. Elle avait confiance. Ce n'est pas une trahison. C'est de la maltraitance. Mais Rose savait exactement ce qu'elle faisait en choisissant Richemont plutôt que sa famille et son pays. Et tu ne lui pardonneras jamais. Le pardon est réservé aux accidents et aux erreurs, dit Douglas froidement. Rose a commis une trahison délibérée. Elle a collaboré avec des ennemis étrangers et s'est servie de notre fille comme d'une arme contre moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on pardonne. C'est quelque chose qu'on veille à ne plus jamais voir se reproduire. Alors qu'il sortait du tribunal, Douglas Lassie portait son enfant endormi. Fille vers un avenir fondé sur la vérité plutôt que sur le mensonge, la justice plutôt que la trahison. Derrière eux, la machine judiciaire d'une nation en guerre contre les traîtres commençait son œuvre inexorable. Rose Stevens Lassie et Kenneth Richemont paieraient le reste de leur vie pour leur choix. Douglas Lassie, tueur entraîné et protecteur de l'Amérique, veillerait à ce qu'il ne soit jamais oublié ni pardonné. La mission était accomplie. Justice était rendue. La guerre était gagnée. Chapitre 4. Secrets enfouis. 6 mois après la révélation au tribunal, Douglas était assis dans son bureau, examinant des rapports classifiés pendant que Holly faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Leur vie s'était installée dans une sorte de routine. Même si les fantômes de la trahison hantaient encore chaque instant d'eux. Calme. Rose et Richemont étaient détenus en détention fédérale pendant que les procureurs montaient leur dossier d'espionnage. Les preuves fournies par Douglas étaient accablantes, 18 mois de conversations enregistrées, de relevés financiers attestant de paiement des services secrets russes et de documents attestant d'informations classifiées systématiquement divulguées par le cabinet d'avocats de Richemont. Mais Douglas savait qu'il y avait des couches plus profondes à découvrir. Papa Holly apparut. Sur le seuil de sa porte, l'air incertain. On peut parler?
Douglas ferma aussitôt son ordinateur portable et désigna la chaise en face de son bureau. À 12 ans, Holly était devenue plus réfléchie et sérieuse qu'un enfant ne devrait l'être. Le poids d'apprendre que sa mère était une traîtresse l'avait fondamentalement changé. « Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie ? » « Je me souviens de choses, dit doucement Holly. Des choses d'avant ton retour. Des choses qui n'avaient aucun sens à l'époque, mais qui en ont maintenant. » Douglas sentit son pouce accélérer. « Quel genre de choses ? » Maman avait des réunions à la maison pendant ton absence. Avec Monsieur Richmond, mais aussi avec d'autres personnes, des étrangers. Il parlait parfois des langues différentes. C'était une information nouvelle. Douglas était au courant de la trahison de Richmond, mais l'ampleur du complot était peut-être plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Peux-tu décrire ces personnes ? Holly ferma les yeux, concentrée. Il y avait une femme avec un accent, russe, je crois. Elle avait les cheveux noirs et courts et portait toujours des vêtements coûteux. Je l'ai vue 3 fois, et il y avait un homme aux cheveux gris qui parlait espagnol avec un accent. Il semblait important. Tout le monde l'écoutait quand il parlait. Douglas prenait des notes mentales. Les services secrets russes utilisaient généralement des femmes pour des opérations d'infiltration de longue durée, et l'espagnol suggérait des liens avec des réseaux latino-américains. Holly, c'est très important. Les as-tu déjà vus échanger quelque chose ? Des papiers, des ordinateurs, quelque chose comme ça, une fois, dit Holly d'une voix basse. Je n'étais pas censé voir, mais je suis venu. En bas, je suis allé chercher de l'eau. La Russe a donné un petit ordinateur à maman. Maman l'a rangé dans sa boîte à bijoux à l'étage. Douglas a senti un frisson lui parcourir le dos. Les effets personnels de Rose avaient été saisis par des agents fédéraux. Mais s'ils n'avaient pas su chercher des appareils électroniques cachés, ma chérie, tu as été très courageuse de me le dire, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que ta mère a fait n'était pas seulement mal. C'était dangereux pour notre pays tout entier. Les gens avec qui elle travaillait sont des ennemis de l'Amérique. Holly hocha la tête solennellement. Je sais, papa. C'est pour ça que je te le dis maintenant. J'avais peur avant, mais je te fais plus confiance que je n'avais peur. Douglas a ressenti une vague de protection féroce. Sa fille avait traversé l'enfer, mais elle préférait la vérité à la peur. Elle était plus forte que ses parents ne le pensaient. Il y a autre chose, continua Holly. Grand-père Grégory ne faisait pas semblant d'être mort pour ton plan, n'est-ce pas ? Douglas a étudié le visage de sa fille. Elle était trop intelligente pour accepter des explications simplistes. Qu'est-ce qui te fait tu dis ça ? Parce qu'il est différent depuis le procès. Plus calme. Et il ne me regarde plus de la même façon. Holly marqua une pause. Il a peur de quelque chose. Douglas avait remarqué la même chose. Grégory avait été utile pendant l'enquête, mais quelque chose dans son comportement suggérait qu'il en savait plus qu'il n'en avait révélé. Holly, je veux que tu restes avec la famille de ton ami Megan Shea ce week-end. J'ai du travail à faire. Est-ce un travail dangereux ? Douglas regarda sa fille. Il la regarda vraiment. Elle avait perdu son innocence. Mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux. La capacité de voir clairement la vérité. C'est possible, dit-il honnêtement. Mais c'est ce que je fais, ma chérie. Je trouve les gens dangereux et je les empêche de faire du mal aux autres. Ce soir-là, après avoir déposé Holly à la Chaos, Douglas se rendit au manoir de Grégory à Cherry Hills Village. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans le bureau de Grégory. Douglas utilisa des compétences apprises en territoire hostile pour entrer sans déclencher le système de sécurité. Il trouva Grégory assis derrière son bureau, les yeux rivés sur un verre de whisky qu'il n'avait pas touché. « Bonjour, Grégory. » Le vieil homme ne sursauta pas. Il s'attendait à cette visite. « Douglas, je me demandais quand tu viendrais. » Holly se souvient de choses. Des visiteurs étrangers. Une Russe. Un ordinateur caché dans le coffret à bijoux de Rose. Les épaules de Grégory s'affaissèrent. Elle était toujours trop intelligente pour son propre bien. Douglas se rapprocha, sa présence emplissant la pièce comme un prédateur flairant une faiblesse. « Que me caches-tu, Grégory ? » Il n'y avait pas que Rose et Richmond, dit finalement Grégory. Le réseau était plus vaste. Beaucoup plus vaste. De combien plus vaste ? Grégory fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit lentement un épais dossier.
J'ai tout documenté pendant des mois, essayant de trouver une issue. Mais ils ont été clairs. Coopérer signifiait notre survie à Holly et moi. Résister signifiait notre disparition. Douglas prit le dossier et commença à lire. Ce qu'il trouva le glaça. Le réseau d'espionnage comprenait 12 éminents avocats de Denver, 6 fonctionnaires municipaux, 3 juges fédéraux et un réseau de chefs d'entreprise qui fournissaient des informations classifiées au service de renseignement étranger depuis plus de 3 ans. Roses, votre implication n'était qu'une petite partie d'une vaste opération visant à infiltrer les systèmes juridiques et politiques américains. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt? Parce que Gregory a dit doucement, je pensais que Rose pouvait être sauvée. Je me suis dit que si je jouais le jeu, en gardant une trace de tout, peut-être qu'à votre retour, nous pourrions trouver un moyen de la protéger. Vous avez choisi votre fille plutôt que votre pays. Gregory a croisé le regard de Douglas pour la première fois. Ne choisiriez-vous pas Holly plutôt que n'importe quoi? La question flottait entre eux. Douglas comprenait l'impulsion, mais il en comprenait aussi les conséquences. La différence, Gregory, c'est que je ne mettrai jamais Holly dans une situation où elle devrait choisir entre sa famille et son pays. Rose a fait ce choix elle-même. Douglas a continué à parcourir les dossiers. L'ampleur du complot était stupéfiante. Les services de renseignement étrangers avaient systématiquement ciblé les familles de militaires, utilisant des procédures de divorce pour accéder à des informations classifiées et transformer des Américains loyaux en agents involontaires. Il court toujours. Gregory a déclaré que les arrestations de Rose et Richmond n'étaient qu'un début. Le reste du réseau est toujours opérationnel. Douglas a refermé le dossier et a regardé Gregory avec une nouvelle compréhension. C'est pourquoi tu as eu peur. Ils savent que tu as contribué à démasquer Rose et Richmond. Ils ont clairement fait comprendre que ma coopération prendrait fin dès que je ne serais plus utile. Et Holly est sous ma responsabilité maintenant, dit Douglas fermement. Mais tu vas m'aider à terminer ça. Gregory leva les yeux avec surprise. Que veux-tu dire? Douglas sourit, et Gregory vit dans cette expression quelque chose qui lui rappela pourquoi son gendre avait été choisi pour des opérations secrètes. Je veux dire, nous allons démanteler tout ce réseau. Chaque avocat, chaque juge, chaque homme d'affaires qui a trahi son pays. Et nous allons le faire de manière à ce qu'il ne puisse plus jamais menacer une autre famille de militaires. Douglas, ces gens sont connectés au plus haut niveau du gouvernement. Ils ont des ressources, une protection. Moi aussi, interrompit Douglas. Et contrairement à eux, je n'ai plus rien à perdre. Il se leva et se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Gregory, tu as fait une erreur en faisant confiance à Rose plutôt qu'à moi. Mais tu as fait le bon choix au moment opportun. C'est la seule raison pour laquelle Holly a encore un grand-père. Que advient-il de quand est-ce que tout sera fini? Douglas se retourna, l'expression indéchiffrable. Ça dépend de votre utilité pour détruire ceux qui menacent ma fille. En quittant le manoir, Douglas réfléchissait déjà aux implications tactiques de ce qu'il avait appris. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de sécurité nationale. Et Douglas Lacy venait de déclarer la guerre à une conspiration qui opérait dans l'ombre depuis des années. Ils avaient commis l'erreur de cibler sa famille. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui se passait lorsqu'on confiait à un spécialiste des opérations noires une mission personnelle avec un champ de violence illimité. La vraie guerre ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le réseau démasqué. 2 semaines plus tard, Douglas était assis dans une salle de conférence sécurisée de la base aérienne Peterson, entouré d'agents fédéraux, d'officiers du renseignement militaire et de procureurs du ministère de la Justice. Les preuves fournies par Gregory avaient ouvert une boîte de Pandore de corruption qui touchait les plus hautes sphères de l'establishment juridique et politique du Colorado. Messieurs, déclara l'agent LS maire de la division du contre-espionnage du FBI. Nous sommes aux prises avec l'opération de renseignement étranger la plus sophistiquée jamais découverte sur le sol américain. 12 avocats de la défense, 6 fonctionnaires municipaux, 3 juges fédéraux et au moins 20 hommes d'affaires influents ont été systématiquement compromis. Le colonel Donnelly se pencha en avant. Depuis combien de temps ce réseau est-il opérationnel? D'après les documents financiers, au moins 4 ans, peut-être plus. Meyers consulta une présentation montrant la structure du réseau. Il ciblait les familles de militaires, utilisant notamment les procédures de divorce pour accéder à des informations classifiées. Le schéma est clair, déployer le militaire à l'étranger,
séduire son épouse, engager une procédure de divorce et extraire des renseignements lors de la procédure de communication des preuves. Douglas étudia les photos des conspirateurs. Nombre d'entre eux étaient des visages qu'il reconnaissait lors d'événements mondains à Denver, de soirées caritatives et de collecte de fonds politiques. Des personnes respectables qui avaient vendu leur pays pour de l'argent et de l'influence. Quelle est l'ampleur de la violation de renseignements, demanda la procureure du ministère de la Justice, Nellie Erickson. Catastrophique, répondit Donnelly d'un ton sombre. Mouvement de troupes, protocole de sécurité opérationnelle, dossier personnel de centaines de membres des forces spéciales. 3 missions en cours furent compromises, entraînant la mort de soldats américains. Le silence se fit dans la salle. Douglas sentit la rage froide et familière s'installer. Lui, le même sentiment qu'il avait éprouvé face aux combattants ennemis qui avaient tué ses frères d'armes. « Je les veux tous », dit-il doucement. L'agent Meyers le regarda avec inquiétude. « Monsieur Lassie, nous comprenons votre investissement personnel dans cette affaire, mais vous vous méprenez, » l'interrompit Douglas. « Je ne demande pas la permission. Je vous dis ce qui va se passer. Ces gens ont tué des soldats américains et menacé ma fille. Ils vont payer pour ça, monsieur Lassie, dit prudemment le procureur Erickson. Nous devons suivre les procédures légales, rassembler des preuves, obtenir des mandats, monter des dossiers passibles de poursuite. Les procédures légales ne les ont pas empêchés de commettre une trahison, répondit Douglas. Et les procédures légales ne les empêcheront pas de détruire des preuves ou de fuir le pays pendant que vous montez vos dossiers. Le colonel Donnelly reconnut le regard de Douglas. Que proposez-vous ? Douglas ouvrit son ordinateur portable et le connecta au système d'affichage de la salle. Je propose que nous utilisions les mêmes tactiques qu'ils ont employées contre les familles de militaires. Nous les montons les unes contre les autres. L'écran montrait une analyse détaillée du réseau du complot, avec les connexions cartographiées entre tous les participants. Douglas avait passé 2 semaines à dresser ce tableau grâce aux informations de ses contacts au sein des opérations secrètes. Kenneth Richmond était le coordinateur central, mais il n'en était pas le chef. Le véritable leadership vient d'ici. Douglas a souligné 3 noms, le juge Wayne Dudley, l'avocat Julio Simons et l'homme d'affaires Everett Page. Ces 3-là dirigent l'opération depuis son début. Ils ont recruté les autres participants, géré les contacts étrangers et distribué les paiements. Plus important encore, ils sont les seuls à connaître l'étendue du réseau. L'agent Meyers a étudié le schéma. Comment le savez-vous ? Parce que je les observe depuis 2 semaines. Surveillance, écoute électronique, traçage financier. Ils paniquent depuis l'arrestation de Rose et Richmond, et la panique rend les gens imprudents. Douglas a cliqué sur la diapositive suivante, montrant des photos et des transcriptions audio. Le juge Dudley a rencontré secrètement des contacts étrangers pour tenter d'organiser des itinéraires d'extraction. L'avocat Simons a systématiquement détruit des preuves et tenté de réduire au silence les autres membres du réseau. Et Everett Page a transféré de l'argent vers des comptes offshore. Tout cela est inadmissible, a protesté le procureur Erickson. Obtenu sans mandat. Je ne suis pas un agent des forces de l'ordre, a dit Douglas calmement. Je suis un simple citoyen qui effectue une surveillance légale de personnalités publiques et tout ce que j'ai recueilli indique une menace imminente pour la sécurité nationale. Le colonel Donnelly étudiait les rapports de renseignement avec un intérêt croissant. Quel genre de menace ? Il prévoit d'éliminer les fourmis en liberté, à commencer par Gregory, Stevens et Holly. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Douglas a poursuivi avec une précision glaciale. La coopération de Gregory a révélé le réseau, et Holly peut identifier les agents étrangers qui ont visité notre maison. Il les considère comme des fardeaux à éliminer. Nous pouvons assurer la protection, a commencé l'agent Meyers. La protection n'a pas réussi à les empêcher d'infiltrer notre système judiciaire pendant 4 ans, l'a interrompu Douglas. La protection ne suffira pas à arrêter un réseau doté d'autant de ressources et de connexions. Douglas est passé à une autre diapositive présentant des plans opérationnels détaillés, mais l'élimination, oui. Nous allons démanteler systématiquement ce réseau en utilisant leurs propres méthodes contre eux. Pression juridique, levier financier et élimination ciblée du personnel clé, monsieur Lassie. Le procureur Erickson dit fermement, nous ne pouvons pas cautionner l'assassinat de citoyens américains. Je ne parle pas d'assassinat, répondit Douglas. Je parle de justice. Ces personnes ont commis une trahison en temps de guerre. Les sanctions sont claires. Le colonel Donnelly se renversa dans son fauteuil.
Que voulez-vous de nous? L'agent Meyers parut choqué. Colonel, nous ne pouvons pas simplement autoriser. Agent Meyers, interrompit Donnelly. 3 de mes soldats sont morts à cause de ces gens. Monsieur Lassier a fourni plus de renseignements exploitables en 2 semaines que nos enquêtes officielles n'en ont recueilli en 6 mois. Je suis disposé à lui donner les ressources dont il a besoin. Douglas ressentit la satisfaction familière d'une mission qui se concrétisait. J'ai besoin d'une couverture officielle pour les opérations de surveillance, d'un accès aux bases de données du renseignement militaire et d'une coordination avec les procureurs fédéraux pour les arrestations. Et officieusement, demanda Donnelly. Le sourire de Douglas était prédateur. J'ai besoin que ces gens comprennent que trahir leur pays a des conséquences qui vont au-delà des peines de prison. Au cours de l'heure qui suivit, ils élaborèrent les détails d'une opération coordonnée visant à démanteler l'ensemble du réseau. Des agents fédéraux se chargeraient des aspects juridiques, tandis que Douglas fournirait des renseignements et un soutien tactique. Mais Douglas avait ses propres plans, qui allaient au-delà de ce qu'il avait partagé avec le groupe de travail fédéral. Ces individus avaient tué ses frères d'armes et menacé sa fille. La justice était nécessaire, mais insuffisante. Il devait comprendre que certaines trahisons entraînaient des sanctions qu'aucun tribunal ne pouvait imposer. Douglas Lassier s'apprêtait à leur rappeler pourquoi les spécialistes des opérations noires n'étaient jamais complètement mis à la retraite. Le réseau avait déclaré la guerre à l'Amérique et à sa famille. Ils allaient maintenant apprendre ce qui se passait lorsque les armes les plus dangereuses de l'Amérique étaient utilisées contre des ennemis intérieurs. Chapitre 6. Le chasseur devient la proie. 3 jours plus tard, l'avocat Julio Simons était assis dans son bureau du centre-ville de Denver, déchiquetant frénétiquement des documents, tandis que sa secrétaire répondait aux appels de clients de plus en plus nerveux. L'arrestation de Kenneth Richmond avait provoqué une onde de choc dans la communauté juridique, et Simons savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'enquête ne l'atteigne. Ce qu'il ignorait, c'est que Douglas Lassier l'observait depuis l'immeuble d'en face, utilisant un équipement de surveillance de qualité militaire permettait de surveiller chaque appel téléphonique, chaque réunion, chaque tentative désespérée de brouiller les pistes. Le téléphone de Simons sonna. Douglas écouta l'avocat répondre avec une panique à peine dissimulée. Ici Simons. Julio, c'est Everett. La voix était celle d'Everett Page, l'un des principaux coordinateurs du réseau. Nous devons nous rencontrer maintenant, pas par téléphone. L'entrepôt de Bannock Street. 1 heure plus tard. La ligne était coupée. Douglas sourit froidement. Ils commettaient exactement les erreurs auxquelles ils s'attendaient, ils abandonnaient la sécurité des communications au profit de la rapidité, et préféraient des réunions en face à face pouvant être surveillées et enregistrées. Douglas rangea son matériel de surveillance et appela le colonel Donnelly. Ils se réunissent ce soir. Quartier des Entrepôts, rue Bannock. Je vous fournirai les coordonnées. Des équipes tactiques seront prêtes. Répondit Donnelly. Non, dit fermement Douglas. Qu'ils se rencontrent. Je veux voir qui d'autre se présente. Nous cartographions l'ensemble du réseau ce soir. Douglas arriva au quartier des Entrepôts avec 30 minutes d'avance, se positionnant avec une vue dégagée sur le lieu de la réunion. La zone industrielle abandonnée offrait un cadre idéal. Couvrir la surveillance tout en offrant plusieurs issues de secours si la situation devenait tactique. À 21h47, Julio Simons arriva dans sa Mercedes, observant nerveusement les alentours avant d'entrer dans l'entrepôt. Everett Page était déjà à l'intérieur. Douglas l'avait vu arriver 20 minutes plus tôt. Mais il n'était pas seul. Le juge Wayne Dudley sortit d'un SUV noir, suivi de 2 hommes que Douglas ne reconnut pas. Des agents étrangers, d'après leur déplacement et leur façon de détecter les menaces. Douglas activa son équipement d'enregistrement et s'installa pour écouter grâce à des microphones directionnels. Il entendit des bribes de conversation paniquées. Richmond parle aux procureurs fédéraux. Il faut éliminer le problème Stevens. Extraire le personnel clé avant. Puis la voix du juge Dudley résonna clairement. Cette fille est un handicap. Elle peut identifier nos contacts étrangers. Il faut qu'elle parte. Douglas sentit son sang se glacer. Il prévoyait de tuer Holly. Et Douglas Lassier, demanda l'un des agents étrangers avec un léger accent russe. Il est plus dangereux que prévu. Everett Page répondit. Les renseignements militaires le soutiennent. Il faudra peut-être envisager. Mesures extrêmes. Douglas en avait assez entendu. Il activa sa radio sécurisée. Donnelly,
il prévoit d'éliminer Holly et Gregory ce soir. Je passe à la tactique. Négatif. Douglas attend les renforts. Douglas était déjà en mouvement. Ces individus venaient de menacer la vie de sa fille. Les protocoles militaires passaient désormais au second plan par rapport à la protection parentale. Il s'approcha de l'entrepôt par l'arrière, utilisant des compétences acquises en territoire hostile pour pénétrer leur sécurité sans se faire repérer. Les agents étrangers avaient posté un garde à l'extérieur, mais ils se concentraient sur les approches en véhicule, pas sur un seul infiltré. Douglas neutralisa le garde silencieusement, utilisant des techniques garantissant une perte de connaissance sans séquelles permanentes. Il n'était pas prêt à tuer des citoyens américains, même des traîtres, sans justification légale. Mais les agents étrangers menaçant sa fille relevaient d'une toute autre catégorie. À l'intérieur de l'entrepôt, les conspirateurs discutaient des délais d'extraction et des protocoles d'élimination. Douglas se posta dans l'ombre, suffisamment près pour tout enregistrer, mais suffisamment loin pour ne pas être détecté. Le Russe veut une confirmation avant de poursuivre. L'un des agents étrangers disait « éliminer un témoin fédéral ». Et un enfant attira une attention considérable. L'enfant n'est pas un témoin fédéral, répondit froidement le juge Dudley. Ce n'est qu'une petite fille qui en a trop vu. Les accidents arrivent. Douglas sentit le calcul froid et familier des opérations de combat s'installer en lui. Ces gens n'étaient pas que des traîtres. Ils projetaient d'assassiner des enfants pour protéger leur complot. Les subtilités juridiques étaient terminées. Douglas approcha, photographiant les visages et enregistrant les conversations. Il avait besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal fédéral, mais il devait aussi comprendre toute l'ampleur de leur plan. « Et Gregory Stevens » demanda Simmons. « Il est déjà sous contrôle. » Everett Page répondit, « Nos hommes lui ont rendu visite ce soir. Il ne témoignera de rien. » Douglas sentit son monde basculer. S'ils avaient tué Gregory pendant qu'il était ici en train de surveiller, il activa sa radio et murmura au micro, « Urgence au domicile de Gregory Stevens. Envoyez des équipes tactiques immédiatement. » Mais alors même qu'il appelait des renforts, Douglas savait qu'il serait peut-être trop tard. Il était tellement concentré sur la cartographie du réseau qu'il avait sous-estimé leur volonté d'agir immédiatement contre les témoins. La réunion dans l'entrepôt touchait à sa fin. Les conspirateurs se dispersaient pour mettre en œuvre leur plan et éliminer les derniers détails. Douglas devait faire un choix, les suivre pour recueillir plus de renseignements ou se précipiter pour protéger Holly. Il n'y avait pas d'autre choix. Douglas émergea de l'ombre alors que les agents étrangers s'apprêtaient à partir. Son apparition fut si soudaine et silencieuse qu'ils n'eurent pas le temps de réagir qu'il était parmi eux. Le premier agent fut abattu, la trachée fracturée, non pas fatalement, mais invalidante. Le second réussit à dégainer une arme avant que Douglas ne se casse le bras et ne le libère de son arme. Le juge Dudley, Simmons et Page regardèrent avec horreur un homme qu'ils croyaient en sécurité démontrer pourquoi les forces spéciales militaires ne sont jamais vraiment sans défense. « Messieurs, dit Douglas sur le ton de la conversation, tenant l'arme confisquée avec une compétence désinvolte. Il faut qu'on parle de ma fille. » Les trois Américains observèrent les agents étrangers inconscients, puis l'expression calme et prédatrice de Douglas. « Monsieur Lassie, dit prudemment le juge Dudley. Il y a eu un malentendu. » Douglas lui tira une balle dans la jambe. Le bruit résonna dans l'entrepôt tandis que le juge s'effondrait en hurlant. Simmons et Page reculèrent, terrifiés. C'était pour avoir planifié le meurtre de Holly, dit calmement Douglas. Maintenant, qui veut me dire où est Gregory Stevens? À travers leur panique et leur douleur, les conspirateurs comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à quelqu'un contraint par des procédures légales ou des scrupules moraux. Ils avaient affaire à un homme prêt à tout pour protéger sa famille, et leur complot était devenu sa guerre personnelle. Chapitre 7. Le jugement commence. Gregory Stevens était vivant, mais à peine. Douglas le trouva au sous-sol de sa maison, battu et inconscient, mais respirant. La visite des agents du réseau avait été conçue comme un avertissement, mais Douglas voyait bien que la situation aurait dégénéré en meurtre s'il n'était pas intervenu à l'entrepôt. Pendant que les ambulanciers s'occupaient de Gregory, Douglas se coordonnait avec les agents fédéraux pour arrêter les conspirateurs restants. Les enregistrements de l'entrepôt fournissaient suffisamment de preuves pour des arrestations immédiates, et les deux agents étrangers qu'il avait capturés fournissaient déjà des informations pour éviter l'expulsion vers des pays peu enclins à traiter les échecs d'espionnage avec bienveillance. Mais la mission personnelle de Douglas ne faisait que commencer. Holly était en sécurité à la Sheahouse,
protégé par un détachement de sécurité fédéral discret. Grégory se remettrait de ses blessures. La machine judiciaire se mettait en branle pour poursuivre l'ensemble du réseau. Pourtant, rien de tout cela n'apaisait la rage froide qui brûlait dans la poitrine de Douglas. Ces individus avaient tué des soldats américains, terrorisé sa famille et monté sa propre fille contre lui. La justice ne suffisait pas pour une telle trahison. Il était assis dans son bureau à 3 heures du matin, entouré de dossiers détaillant la vie et les vulnérabilités de chaque personne ayant participé au complot. 12 avocats, 6 fonctionnaires municipaux, 3 juges fédéraux et 23 hommes d'affaires qui avaient vendu leur pays pour de l'argent et de l'influence. Tous étaient sur le point d'apprendre ce qui se passait lorsqu'on déclarait la guerre à quelqu'un qui avait fait de la guerre sa profession. Le téléphone sécurisé de Douglas vibra, un message crypté du colonel Donnelly. Toutes les cibles principales étaient sous la garde fédérale. Réseau démantelé. Recommande le retrait. Opérations actives. Douglas répondit. Phase juridique terminée. Phase personnelle commençant. Son téléphone sonna aussitôt. Douglas. Quoi que tu penses, ne le fais pas. La mission est terminée. Tu as gagné. La mission est terminée. Quand je dis que c'est terminé, Todd, ces gens ont tué des soldats sous mon commandement et menacé ma fille. Les poursuites judiciaires ne suffisent pas, Doug, tu dois penser à Holly. Elle a besoin de son père, pas d'un père en prison pour une justice de justicier. Douglas regarda une photo de Holly sur son bureau, prise la semaine dernière, la montrant souriante pour la première fois depuis le procès. Elle se remettait, retrouvant confiance et bonheur. Mais ceux qui l'avaient entendu allaient dans des prisons fédérales confortables où ils purgeraient des peines réduites en échange de leur coopération. Ce n'était pas de la justice. C'était de la bureaucratie. Holly doit savoir que trahir sa famille et son pays a de réelles conséquences, dit Douglas. Sinon, elle grandira dans un monde où le mal triomphe tant qu'il est légal. Douglas, la conversation est terminée, Todd. Merci pour votre aide sur les aspects juridiques. Le reste est personnel. Douglas raccrocha et ouvrit son ordinateur portable. Au cours de l'heure qui suivit, il envoya des messages cryptés à des contacts au sein des communautés militaires et du renseignement, des personnes qui comprenaient que certaines trahisons exigeaient des réponses dépassant ce que les tribunaux pouvaient fournir. À l'aube, Douglas disposait d'un réseau de ressources rivalisant avec tout ce que le FBI pouvait déployer. D'anciens membres des forces spéciales retraités de la vie civile, mais conservant leurs compétences et leurs contacts. Des agents du renseignement qui comprenaient que protéger l'Amérique nécessitait parfois d'agir en dehors des contraintes légales. Des entrepreneurs militaires spécialisés dans la résolution de problèmes qui n'existaient pas officiellement. Le complot avait utilisé des armes juridiques et financières contre les familles de militaires. Douglas s'apprêtait à riposter avec des outils qu'il ne pouvait ni comprendre ni contre lesquels se défendre. Sa première cible était l'avocat Julio Simons. Simons avait été libéré sous caution dans l'attente de son procès, confiant que ses relations juridiques minimiseraient les conséquences. Il séjournait dans son ranch près de Denver, protégé par des agents de sécurité privés et surveillait sa situation par l'intermédiaire d'avocats coûteux. Ce qu'il ignorait, c'est que Douglas l'observait depuis des semaines, cartographiant ses habitudes, identifiant ses vulnérabilités et planifiant précisément comment démanteler sa vie pièce par pièce. Douglas arriva au ranch au coucher du soleil, se déplaçant sur le terrain avec des compétences affinées en environnements hostiles. L'agent de sécurité privée était compétent pour les menaces civiles, mais mal préparé à affronter quelqu'un ayant suivi une formation militaire en infiltration et en guerre psychologique. Il désactiva le système de sécurité sans déclencher d'alarme, neutralisa les gardes avec des techniques non létales et pénétra dans le bureau de Simons où l'avocat examinait les dossiers juridiques pour son prochain procès. « Bonjour, Julio. » Simons se retourna et renversa son verre de whisky. « Lassie, comment as-tu géré la sécurité ? Ton système de sécurité était conçu pour arrêter les criminels et les manifestants, dit Douglas en s'installant sur la chaise en face du bureau de Simons. Tu n'es pas quelqu'un de formé pour infiltrer les bastions terroristes. Douglas déposa un épais dossier sur le bureau entre eux. Ce dossier contient des informations détaillées sur tous les crimes que tu as commis au cours des 4 dernières années. Pas seulement l'espionnage, tout. Fraude fiscale, corruption, intimidation de témoins, contributions électorales illégales. Le visage de Simons pâlit en feuilletant les documents. Où as-tu trouvé ça? Ce n'est pas la question importante, Julio. La question importante, c'est ce que je vais en faire. Douglas se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure.
Tu vois, les procureurs fédéraux ne s'intéressent qu'aux accusations d'espionnage. Ils sont prêts à conclure des accords, à offrir des réductions de peine, peut-être même une protection des témoins si tu coopères. Mais je ne suis pas procureur fédéral. Je suis un père dont la fille a été menacée par un homme qui a trahi son pays pour de l'argent. Douglas sortit son téléphone et montra une vidéo à Simmons. On y voyait le fils adulte de l'avocat, Rich Simmons, accepter une mallette pleine d'argent liquide d'un trafiquant de drogue notoire devant sa boîte de nuit à Las Vegas. Votre fils blanchit de l'argent des cartels mexicains grâce à ses activités commerciales, dit Douglas sur le ton de la conversation. La DEA serait très intéressée par ces preuves. Laissez ma famille en dehors de tout ça, gronda Simmons. Vous avez impliqué ma famille en préparant le meurtre de ma fille, répondit froidement Douglas. Vous comprenez maintenant ce que l'on ressent lorsqu'un être cher est menacé par des forces qui échappent à notre contrôle. Douglas se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le paysage vallonné du ranch. Voilà ce qui va se passer, Julio. Vous allez en prison pour espionnage. Mais ce n'est que le début. Votre licence d'avocat sera révoquée. Vos biens seront saisis. Votre fils sera poursuivi pour blanchiment d'argent. Mais attendez, ce n'est pas tout, poursuivit Douglas avec une gaieté feinte. Votre ex-femme, Patricia, recevra des informations détaillées sur vos liaisons durant votre mariage, ce qui lui donnera des raisons de contester le divorce et de saisir la moitié des biens non saisis par le gouvernement fédéral. Simmons tremblait. Que voulez-vous donc? Je veux que vous compreniez que trahir votre pays et menacer ma famille a des conséquences bien au-delà de ce que n'importe quel tribunal peut imposer. Vous passerez le reste de votre vie à regarder tout ce que vous avez construit s'effondrer, sachant que c'est arrivé parce que vous avez choisi de vous ranger du côté des ennemis de l'Amérique. Douglas se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Oh, et Julio, vos contacts au sein du cartel au Mexique ont été informés de votre coopération avec les procureurs fédéraux. Ils ont tendance à voir d'un mauvais œil les associés qui pourraient les impliquer dans les enquêtes en cours. Vous signez mon arrêt de mort, murmura Simmons. Non, répondit Douglas. Vous avez signé votre propre arrêt de mort en commettant une trahison. Je veille simplement à ce qu'il soit exécuté. Alors que Douglas quittait le ranch, Simmons était déjà au téléphone avec ses avocats, cherchant désespérément à se protéger des ennemis qu'il s'était fait sur de multiples fronts. Mais Douglas avait veillé à ce que chaque refuge potentiel soit compromis. Chaque manœuvre juridique était anticipée et contrée. Julio Simmons allait passer le temps qui lui restait à comprendre exactement ce que Douglas voulait lui faire comprendre, trahir l'Amérique et menacer sa famille avait un prix qu'aucune négociation de peine ne pouvait réduire. Et Simmons n'était que le premier paiement d'une dette dont le recouvrement intégral prendrait des mois. Chapitre 8. Justice servie froidement. 6 semaines plus tard, le démantèlement du réseau était achevé d'un point de vue juridique. Les procureurs fédéraux avaient obtenu des condamnations ou des accords de plaidoyer pour les 43 conspirateurs. Kenneth Richmond a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour trahison. Rose a été condamné à 35 ans de prison fédérale sans possibilité de libération anticipée, mais la justice n'était que le fondement du projet plus vaste de Douglas. Julio Simmons avait été retrouvé mort dans sa cellule de détention fédérale, apparemment assassiné par des détenus liés au cartel mexicain qu'il avait trahi. Le juge Wayne Dudley purgeait une peine de 15 ans pour espionnage. Mais son fils avait été arrêté pour fraude boursière dans le cadre d'une enquête qui avait mystérieusement reçu des dossiers financiers détaillés de sources anonymes. Everett Page était sous protection des témoins, mais sa protection n'avait pas pu empêcher son empire commercial de s'effondrer sous le poids des enquêtes du fisc, des poursuites civiles et des accidents mystérieux survenus dans ses locaux. Douglas, assis dans son bureau, examinait le statut de chaque conspirateur avec la satisfaction d'un commandant de mission observant la réalisation systématique de ses objectifs. Aucun d'entre eux ne menacerait jamais une autre famille de militaires. La plupart passeraient le reste de leurs années dans la pauvreté, l'isolement ou la peur. Holly entra dans le bureau, 2 tasses de chocolat chaud à la main, en posa une sur son bureau avant de s'installer dans son fauteuil habituel. À 13 ans, elle était devenue une jeune femme sérieuse et réfléchie, plus sensible à la justice et aux conséquences que la plupart des adultes. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » « Toujours, ma chérie. » « Ceux qui ont fait du mal à notre famille, sont-ils tous partis maintenant ? » Douglas réfléchit attentivement à sa réponse. Holly savait ce qu'il avait fait pour que les conspirateurs subissent des conséquences au-delà de la prison, mais il l'avait protégé des détails les plus sombres. « Ils ne peuvent plus nous faire de mal, dit-il.
Et ils ne peuvent pas non plus faire de mal aux autres familles de militaires. Bien. Holly sirota son chocolat chaud pensivement. Je sais que tu as fait des choses qui n'étaient pas tout à fait légales. Douglas ressentit un instant d'inquiétude parentale. Holly, je ne te critique pas, papa. Je te remercie. Elle le regarda dans les yeux avec une intensité qui lui rappela lui-même. Ils ont tué des soldats. Ils ont essayé de nous tuer, grand-père Grégory et moi. Ils ont fait de maman une traîtresse. La prison ne suffisait pas. Douglas tendit la main par-dessus le bureau et prit celle de sa fille. Holly, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ce que j'ai fait était nécessaire, mais c'était aussi dangereux. Non seulement légalement, mais aussi moralement. Quand on combat des monstres, on risque d'en devenir un soi-même. Es-tu un monstre, papa? La question flottait entre eux. Douglas s'était posé la même question à maintes reprises ces derniers mois, alors qu'il avait systématiquement détruit la vie de 43 personnes. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Je sais que j'ai protégé ma famille et mon pays. Je sais que les personnes malveillantes ont subi les conséquences de leurs actes, mais je sais aussi que j'ai franchi des limites que la plupart des gens considéreraient comme mauvaises. Holly lui serra la main. Tu n'es pas un monstre, papa. Les monstres blessent des innocents. On ne blesse que ceux qui le méritent. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu te demandes encore si tu es un monstre. Les vrais monstres s'en fichent. Douglas ressentit une vague de fierté et d'inquiétude. Sa fille avait hérité de sa lucidité morale et de sa cruauté. Cela pouvait être une combinaison puissante ou dangereuse, selon la façon dont elle choisissait de l'utiliser. Et maman, demanda doucement Holly. C'était la question que Douglas redoutait. Rose purgeait sa peine dans une prison fédérale et Holly avait refusé tout contact avec sa mère depuis le procès. Et elle? Tu crois qu'elle sortira un jour? Probablement. Douglas dit qu'elle sera admissible à une libération conditionnelle dans 20 ans si elle se comporte bien et continue de coopérer aux enquêtes fédérales. Vas-tu lui pardonner? Puis Douglas regarda sa mère. Le visage de sa fille, percevant une curiosité sincère plutôt qu'un jugement. Holly voulait comprendre comment le pardon fonctionnait dans un monde où la trahison était si risquée. Non, dit simplement Douglas, je ne pardonnerai jamais à ta mère. Pourquoi pas? Si elle purge sa peine et s'excuse. Parce que le pardon, c'est pour les erreurs et les accidents. Holly, ta mère a délibérément trahi sa famille et son pays. Elle a choisi Kenneth Richmond plutôt que toi et moi. Elle a choisi l'argent et le confort plutôt que la loyauté et le devoir. Elle a choisi d'aider des ennemis étrangers qui ont tué des soldats américains. Douglas marqua une pause, s'assurant que Holly comprenne la gravité de ses propos. Ce n'étaient pas des erreurs, ma chérie. C'étaient des choix moraux qui révélaient qui était vraiment ta mère sous la femme que nous pensions connaître. On ne pardonne pas à quelqu'un de t'avoir révélé sa vraie nature. Et si elle essayait de me contacter quand je serai plus grand? C'est ton choix. Mais je veux que tu comprennes que le pardon ne nécessite pas de refaire confiance à quelqu'un. Ta mère a prouvé qu'elle était capable de trahir ceux qui l'aiment le plus. C'est pas quelque chose de temps ou d'excuse ne peut changer. Holly acquiesça lentement. Je comprends, papa. Maman a choisi d'être l'ennemi et nous ne pardonnons pas les ennemis. Douglas a ressenti un froid aux paroles de sa fille, en partie parce qu'ils étaient si précis et en partie parce qu'ils ont révélé à quel point l'expérience avait façonné sa vision du monde. Holly, je veux que tu me promets quelque chose. Quoi? Promettez-moi que vous choisissez toujours la loyauté plutôt que le confort, le devoir plutôt que la commodité et la vérité sur ce qui est facile. Mais aussi, promettez-moi que vous vous souviendrez de la miséricorde pour des gens qui font de véritables erreurs. Je promets, papa. Mais qu'en est-il des gens qui trahissent la famille? Douglas a regardé le visage sérieux de sa fille et a vu sa propre nature sans compromis se refléter sur lui. Elle ne serait jamais naïve à propos de la nature humaine qui n'a jamais supposé que l'amour était suffisant pour empêcher la trahison. Les gens qui trahissent la famille, Douglas a dit tranquillement, n'obtenez pas la deuxième chance. Ils ont des conséquences. À l'extérieur, Denver scintillait dans l'obscurité, une ville nettoyée d'un complot qui opérait dans son ombrage pendant des années. 43 commerçants payaient des prix qui s'étendaient bien au-delà des lignes croisées qui ne pouvaient pas être coiffées et ont fait des choix qui le définiraient pour le reste de sa vie. Était complet. 9. Héritage des conséquences. 2 ans plus tard, Douglas se tenait dans le cimetière où Gregory Stevens était en train de se reposer.
Son ancien beau-père était décédé paisiblement dans son sommeil.